Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission dédiée à la parentalité et à la maternité. On part pour une émission en solo. Je ne serai que moi, Pauline, avec vous aujourd'hui en tête-à-tête pour vous parler d'un sujet assez d'actualité quand même, qui s'appelle le burn-out parental. Alors, pourquoi d'actualité ? Parce que, évidemment, en fonction des saisons, n'oublions pas que nous sommes des êtres humains mammifères. L'automne, on revient vraiment aux racines, comme l'arbre où la sève redescend dans les racines, les feuilles tombent, toutes ces choses-là. Et au mois de, généralement, toujours au mois d'octobre, novembre, il y a plus de fatigue dans nos corps, il y a plus d'envie de cocooning, de douceur, de simplicité. Et souvent, c'est en dissonance avec nos exigences parentales et ce qu'attendent nos enfants de nous. Donc le burn-out parental, même si c'est un sujet qui est tout au long de l'année, moi je trouve que dans la période automnale, on retrouve un peu plus une augmentation des problématiques dans les familles. Alors, précisément, pour être un peu plus spécifique, dans le burn-out parental, parce qu'il y a plein de choses dedans, c'est un peu comme un grand tiroir dans lequel on peut trouver d'autres boîtes et plein de boîtes. Là, j'aimerais parler d'un concept qui nous vient plutôt des Amériques et du Canada, qui s'appelle le mom rage, qu'on pourrait traduire comme rage maternelle, et qui fait écho, c'est un concept vraiment qui est anglo-saxon et qui n'a pas encore trouvé vraiment en France ou en Europe de résonance ou de traduction, mais qui pourtant est vécu par beaucoup d'entre nous, mamans. C'est un état de colère vraiment maternelle. Là, on se focalise vraiment sur la mère. On pourrait aussi parler de dad rage, parce que les pères aussi se mettent en colère. Mais on verra un peu plus tard que c'est pas encore un concept qu'on va venir voir et il y a des raisons derrière. Donc, le mom rage, c'est quoi ? C'est quand la mère, en fait, pète un câble, littéralement, explose de colère. Elle peut se mettre à hurler, crier, jeter des objets ou déchirer des choses. Il y a vraiment comme quelque chose qui s'est enflammé à l'intérieur. On pourrait dire que le volcan a explosé, ça y est. Ça bouillonnait, et là, il y a l'explosion. Les mères ne se contrôlent plus. Et c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. C'est pas du tout une colère où on va se dire ça m'a fait du bien, j'ai vidé mon sac, j'ai dit tout ce que j'avais à dire à cet enfant qui a dépassé les limites. Non, pas du tout. Il y a vraiment quelque chose où on va s'observer en train d'être littéralement en train de péter un câble. On peut avoir cette petite voix qui nous dit wow, tout doux, calme-toi, mais c'est plus fort que nous. Ça nous dépasse. On a besoin là de s'exprimer et de se laisser s'enrager entre guillemets. Donc on ne se reconnaît véritablement pas. Ça ne nous a pas fait du bien du tout. Et pourtant, il y a bien eu un déclencheur à cette colère. Si on regarde les situations, souvent le déclencheur, c'est vraiment quelque chose de banal. Ça peut être un bouchon de stylo qu'on ne retrouve pas pour refermer les feutres que nos enfants utilisent. Ça peut être la chambre qui est en très grand bazar et puis on va marcher sur un Lego et on va se faire mal. Ça peut être l'enfant qui ne veut pas mettre sa chaussette de la patte patrouille parce qu'il voulait l'autre patte patrouille qui est au lavage et du coup il part dans un état de frustration et de colère et de tristesse tout bien mélangé. Le déclencheur, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et si on regarde juste ça, ça peut nous envoyer comme une fausse information. On aurait tendance à aller accabler l'enfant.
et à dire c'est à cause de mon enfant. Si j'ai été en colère, c'est de sa faute. Alors que l'enfant, en fait, n'est pas du tout le problème. L'enfant est juste un déclencheur, comme on pourrait dire la goupille d'une grenade qu'on pourrait... voilà, l'enfant, c'est la goupille de la grenade. Et la grenade, après, c'est la colère qui explose. Mais il faut savoir que pour bien des parents, il y a eu une accumulation de choses derrière qui ont amené une tension. Et cette tension, elle s'installe par des besoins essentiels qui ne sont pas pris en charge, qui ne sont pas nourris chez l'adulte. Donc là, en fait, quand on est dans ce mécanisme-là, voilà, plusieurs fois par mois, par semaine, tous les jours, ça je ne sais pas. Ce qui va être intéressant, c'est, comme on dit, de s'asseoir avec soi-même et d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est peut-être un peu difficile à faire dans un premier temps parce que en tant qu'être humain, on a beaucoup plus de facilité à aller accuser l'autre. Hein. On pourrait ce système qui a été très bien décrit comme le triangle de Karpman avec le victime, bourreau, sauveur. C'est plus facile et on a tous tendance à vouloir se mettre en statut de victime et à dire que l'enfant c'est le bourreau, puis que le sauveur, voilà, des fois ça va être notre colère hein, qui va venir nous soulager et puis nous faire du bien. Des fois ça va être le conjoint à qui on va venir se plaindre de notre enfant, puis qui va peut-être lui venir mettre une rouste à l'enfant, hein, voilà, lui dire c'est pas bien ce que t'as fait, blablabla, voilà. Toutes ces choses-là, et donc là, ça vient encore plus donner vie et sens à ce triangle de Karpman, de victime, bourreau, sauveur. Et puis surtout, vous voyez, quand le père intervient ou le coparent pour venir défendre ce qui s'est passé de la mère, c'est lui qui devient le bourreau de l'enfant. Et c'est l'enfant, du coup, qui pourrait maintenant se sentir un peu victime de tout ça. Donc, vous voyez, dans le triangle de Karpman, en fait, on joue un peu à la chaise musicale. On va tous, voilà, changer de chaise à un moment donné et de rôle. Et c'est pas forcément un fonctionnement sain qui apporte des bonnes relations d'écoute et de compréhension des besoins de chacun. Idéalement, ça serait un conjoint ou un coparent qui n'aille pas, voilà, remettre les pendules à l'heure de son enfant, mais plus offrir de l'écoute à la mère qui a vécu cette colère-là pour l'aider à s'asseoir avec elle-même et aller voir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle finalement l'écoute empathique. L'écoute empathique dont d'ailleurs Élodie dans Questions de parents en a parlé dans l'émission juste avant. Si jamais voilà vous avez loupé la première émission ou vous voulez réécouter n'importe quelle émission de Radio Grand Lac, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Vous trouverez la playlist Parents autrement ou Questions de parents ou de l'émission que vous avez envie de réécouter et vous y trouverez du coup l'intégralité de l'émission. Donc on y revient. La mère éclate, elle pète littéralement un câble, elle dégoupille. On a vu que l'enfant, c'était pas le problème. L'enfant était juste un déclencheur, que la petite personne qui appuyait sur le bouton pour que ça explose. Et que finalement, si le bouton il est fonctionnel et qu'il permet l'explosion de la personne, c'est parce que derrière, il y a une foule de besoins qui ne sont pas du tout nourris, pris en compte et qui vont se traduire comment ces besoins-là? Ils vont se traduire par un état de détresse, vraiment, qui s'exprime du coup par une colère qui est très dévastatrice. Elle fait vraiment des dégâts, cette colère. Comment on le voit en fait qu'il y a des dégâts? Parce que les parents qui sont victimes, hein, j'ai quand même envie de dire, même si ils ont quand même leur responsabilité, mais du moins qu'ils sont victimes de ça, d'un mom rage, ils vont voir la peur dans le regard de leur enfant. Où l'enfant va se mettre à pleurer. Des fois, l'enfant va me dire « Arrête, tu me fais peur » ou j'ai peur quand tu cries comme ça. Ça s'entend. Et puis souvent, quand ils nous disent ça, on a juste envie de leur dire si tu avais accepté de mettre la paire de chaussettes que je t'avais trouvée, on n'en serait pas arrivé là, évidemment. Voilà, ça peut des fois renchérir à quelque chose, encore un excès de colère. Donc, il y a cet état de détresse dévastateur, parce que l'enfant en est vraiment terrorisé, et du coup, vous imaginez bien, si l'enfant en est terrorisé,
on ne peut pas sentir autrement que coupable de ce qu'on a fait. Et donc il y a un peu quelque chose d'un sujet un peu tabou et de l'ordre de la honte. C'est pas quelque chose que les mères vont venir expliquer, parler. Elles vont pas venir dire qu'elles font des excès de rage, vraiment. Ça va être difficile, ce chemin-là. Donc, si vous êtes une personne extérieure à ça, il y a des signes qu'on peut des fois un peu observer. Dans la façon, et là ça vient un peu connecter au burn-out parental, parce que pour moi le mom rage est une expression directe en fait du surmenage parental dans lequel on est. Ce surmenage parental, il faut imaginer surtout de la mère, je pourrais dire le surmenage maternel, c'est toute la charge maternelle qui repose sur les épaules de la mère. C'est-à-dire que la mère, c'est un peu le pilier central de la famille, dans bien des familles. C'est celle qui prend soin, celle qui a le plus d'empathie dans la famille, à qui l'enfant va pouvoir se confier. Elle est souvent la figure d'attachement principale. C'est celle vers qui les enfants se tournent naturellement. Regardez simplement dans la maison, comptez sur une journée combien de fois les enfants appellent maman et combien de fois les enfants appellent papa. Et vous verrez rapidement du coup qu'il y a une forme de déséquilibre. Et puis il y a aussi ce côté que les femmes ont cette espèce de rôle qui leur colle à la peau, comme quoi, comme depuis bien des années, c'est nous, les femmes, qui avons pris soin des enfants, qui les avons élevés. On s'est ensuite émancipés, on a voulu aller travailler, on a voulu faire plein de choses. Et du coup, est-ce que pour autant notre rôle de mère s'est allégé pour nous laisser de la place pour aller faire autre chose que juste s'occuper des enfants et d'exister autrement qu'à travers nos enfants? Pas nécessairement, du moins pas dans toutes les familles. Dans bien des familles, ce sont les femmes qui sont en charge de trop de choses, qui sont en lien encore avec les enfants. Et donc, on est comme un peu dans cette idée, cette projection de la mère qui doit être un peu parfaite, qui doit gérer, qui doit rester calme, parce que c'est ce qu'on attend de nous. C'est quelque chose qu'on va nommer par exemple, si on se met en colère ou quoi que ce soit, on aura peur du regard, peut-être peur du regard des autres et du jugement qu'ils pourraient avoir, de nous dire oh là là, ils vont dire que je suis une mère qui crie, je vais passer pour la mère qui sait pas se débrouiller ou qui a l'air dépassée. Il y a beaucoup de femmes et de mères qui ressentent ce poids en fait sur leurs épaules, et qui vient en fait rajouter une tension supplémentaire à une situation qui est déjà pas évidente à gérer. De ce fait-là, les mères sont plus sujettes en fait à ce mom rage que les pères, dans le sens où les pères, eux, ont déjà plus de facilité, pas tous, mais la plupart ont de la facilité à partir quand ça devient trop pesant, à s'exclure un petit peu de la situation conflictuelle, ou du moins des fois à ne pas négliger les temps qui leur sont dédiés pour eux, pour aller jouer par exemple à la pétanque, ou bien aller regarder le match de rugby ou le match de foot. Voilà, c'est des temps des fois où les pères vont avoir cette facilité à le garder, et c'est des temps finalement qui sont des temps ressources, là où les mères sont parfois moins dans cette dynamique-là, d'aller prendre des temps sans enfants, où elles existent en fait que par elles-mêmes et non pas à travers leurs enfants et les comportements de leurs enfants. Donc déjà, c'est un peu cette explication du moins qui a été souvent proposée au fait qu'on va plutôt parler de mom rage que de dad rage, de cette rage maternelle plutôt que de rage paternelle. Moi, j'aimerais nuancer un petit peu cette explication, parce que j'observe des papas aussi qui sont bien impliqués dans la vie de famille et qui font aussi preuve de rage paternelle. Voilà. Donc la façon dont j'ai envie d'amener ça, j'aimerais parler plutôt d'une rage
parentale. Et pas forcément de stigmatiser les mères ou les pères, mais de dire en fait c'est le parent, peu importe qu'il soit mère ou père, c'est le parent qui est en charge en fait de trop de choses au sujet des enfants et qui ne s'écoute plus et qui ne prend plus soin de lui, tout simplement, sans aller nécessairement stigmatiser que les pères ont cette tendance-là et d'aller relier ça à un mouvement un peu sociétal. Parce que c'est pas forcément le cas et j'ai envie d'avoir un discours qui est un peu plus inclusif de toutes les structures de famille que l'on peut rencontrer, de toutes les dynamiques familiales qui existent. Donc de ce fait-là, voilà, le concept, il est encore très orienté sur la rage maternelle et surtout en opposition au fait que ce qu'on attend d'un point de vue sociétal des mères, c'est d'être un peu parfaite et calme et voilà la source de réconfort et de zénitude absolue. Là où les pères ont plutôt cette image qui leur colle à la peau de l'autorité. Et donc un père qui crie, c'est comme normal, mais une mère qui crie, c'est comme choquant. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que non. En fait, un parent qui crie, c'est un parent qui a besoin d'aide, tout simplement. Il ne devrait y rien avoir de choquant. Il devrait y avoir de l'empathie pour ce parent et de lui proposer un temps de répit ou un temps de relais. On va voir un peu plus tard dans l'émission, du coup, quels sont les besoins chez les mères ou chez les parents, puisque vous l'avez compris, moi j'aime qu'on parle d'un concept plutôt en lien avec la parentalité au sens large. Quels sont ces besoins qui ne sont pas nourris et qui incluent en fait quel est le processus en fait qui va déclencher cette rage parentale, quel est son moyen d'expression et comment on va pouvoir venir prendre soin de soi pour diminuer en fait cette rage parentale et retrouver un équilibre familial plus harmonieux et plus serein. Donc on va faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après dans Parents autrement sur Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Parents autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour dans cette deuxième partie d'émission consacrée au burn-out parental et surtout à ce concept donc anglo-saxon qui nous vient des Amériques alors que eux appellent le mom rage et si vous m'avez écouté jusqu'à présent, moi j'invite plutôt à parler de rage parentale pour englober les mères et les pères qui pourraient vivre ça. Le mom rage en 2-3 mots, c'est simplement cet état de détresse qui mène à une colère intense et dévastatrice et où on pourrait résumer par le parent pète littéralement un câble pour à la base un fait, une situation qui ne méritait pas ce dégoupillage. Ça peut être simplement un bouchon de stylo de feutre perdu. Voilà. Pour vous dire à quel point il y a une dissociation entre la gravité de la chose et puis la réaction du parent. Donc les signes en fait de comment on peut observer, prévenir un peu tout ça, c'est déjà de voir comment, si vous êtes soucieux pour une personne de votre entourage proche qui serait un peu concernée, c'est de voir comment en fait ce parent interagit avec ses enfants dans différentes situations, c'est-à-dire dans le cadre à la maison, à l'extérieur, quand on est en présence d'amis, quand la présence elle est réduite. Ou en présence de la famille, souvent les mères et les pères sont capables de s'adapter et de se suradapter et de cacher et des réactions spontanées et finalement cette rage parentale elle est vraiment dans l'intimité du noyau familial. Mais néanmoins on arrive des fois à observer des choses qui nous interrogent. Ça peut être simplement aussi de voir ouvrir un peu la discussion avec un parent sans poser de jugement, mais de simplement lui demander comment tu te sens en ce moment dans ton rôle de parent et de voir la réponse qu'il fait. Voilà, des fois, il y en a qui resteront, s'ils sont sujets à la rage parentale, dans un déni total. Ça va très bien, j'ai rien à dire. Voilà. Et c'est ok, on va respecter leur temporalité.
Ça peut être aussi de parler ouvertement d'un sujet. Oh, j'ai écouté une émission de radio et ça parlait d'un concept de mom rage. Tu connais, ça s'appelle la rage parentale. Et puis alors la personne, elle expliquait que c'est des parents qui de temps en temps, dans la journée ou une fois par semaine ou par mois, explosent littéralement de colère envers leur enfant. Et puis tu as appris plein de choses. Tu connaissais ça ou peut-être que tu le vis. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, si vous êtes vraiment à l'aise de parler de vous, ça peut être ce genre de choses. Et si vraiment vous êtes inquiet puis que vous avez commencé un peu à discuter avec la personne et qu'elle se confie à vous, vous pouvez lui suggérer d'aller sur le site de la CAF en tapant burn-out parental. Il y a un questionnaire qui est très court avec que quelques questions qui permet un peu d'identifier où on en est en fait dans notre épuisement parental. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on tient très bien la route ou est-ce que non, il y a quand même des choses sur lesquelles c'est compliqué. Et dans le burn-out parental, par exemple, il y a dans ces questions qu'on va relier en fait à un état de burn-out parental, d'épuisement. Il y a l'impression de s'occuper des enfants en pilote automatique. Voilà. On fait les choses sans envie, sans plaisir, juste parce qu'il faut les faire. Et là, ça va être aussi dans les termes finalement, quand vous êtes à l'écoute de l'autre, quels sont les mots qu'il va utiliser quand il y a cette injonction, il faut bien le faire. On est dans une obligation. On n'est plus de j'ai envie de le faire. C'est il faut bien le faire. Ça peut être une indication. Il y a aussi que la fatigue est telle que le rôle de parent n'est plus possible malgré en fait d'avoir dormi. Le sommeil ne suffit pas en fait à se régénérer. Et souvent, c'est des parents qui vont dire je suis fatigué et même après avoir dormi, le lendemain matin, je suis encore sous tension en fait avec les enfants. Voilà, j'ai pas à déchanter. Ça, c'est un signe supplémentaire d'un potentiel peut-être épuisement parental. Il y a aussi le sentiment que on n'en peut plus en fait d'être parent. On n'a plus envie. On voudrait si c'était un job, on voudrait le quitter, par exemple, changer de travail. C'est cette idée-là un petit peu qui ferait du sens. Il y aurait aussi le fait que on n'arrive plus à montrer à combien on aime nos enfants. Donc les démonstrations d'amour, les câlins, les bisous, les je t'aime, les tu t'es fait mal et je me mets à ton niveau pour prendre soin de toi sont plus rares, plus difficiles. Il y a comme un détachement, une forme de distance qui s'installe en fait et le parent n'a plus envie en fait, ne va plus spontanément vers son enfant. Il y a plus parce que c'est de l'ordre de la spontanéité ces démonstrations là et la spontanéité n'est plus là, le parent ne le fait plus et puis la saturation en tant que parent, le sentiment de trop et de trop plein alors qui peut être après à différentes échelles, rarement, parfois quelques fois dans la semaine ou bien tous les jours. Et en fonction de ça, ça va déjà donner une indication aux parents de où est-ce qu'il en est dans son bien-être à lui et du coup son épuisement, et de prendre peut-être conscience de certaines choses. Ça peut être une façon de déceler un petit peu des signes et puis de tendre des perches, tout en restant à sa place de personne extérieure à une situation et que on n'est pas là pour la juger, on n'est pas là pour raisonner la personne de tu devrais pas ressentir ça, tu devrais pas être triste ou tu devrais pas te sentir coupable ou non, on est personne en fait pour pouvoir poser ce jugement-là. On peut juste offrir une écoute de ah oui, OK, toi tu vis ça et c'est difficile que tu vives ça, oui. Et puis il y a qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour te ressourcer et puis pour essayer de prendre soin de toi, parce que selon combien vous êtes proche de cette personne, ça peut être tout simplement lui dire que tu es importante pour moi et j'ai envie que tu ailles mieux et du coup je m'inquiète de ce que tu peux faire pour aller mieux.
Donc, pour aller mieux, le parent qui est sujet à cette rage parentale, comme je l'ai dit en première partie, il va falloir qu'il s'assoie avec lui-même. Alors, il y a des personnes qui peuvent le faire un peu tout seul, et puis là, tout à l'heure, je vous indiquerai qu'est-ce qu'on peut faire pour s'asseoir avec soi-même, avec 4 petites questions à remplir, voilà, comme un peu ce qu'on appelle le journaling, le fait de tenir un journal où on écrit en fait des choses. Et puis sinon, ça me paraît quand même essentiel de vous renvoyer vers le service qui a été mis en place par l'État avec Mon Psy, où il y a 12 séances qui sont prises en charge et qui permettent du coup de pouvoir aller discuter de ces sujets-là, parce qu'on est vraiment dans un sujet du bien-être et de prévention de tout ce qui est les troubles de la santé mentale. Voilà. C'est un peu utopique de vouloir tenir bon et de se dire ça va bien passer un jour. Peut-être pas. Peut-être que ça peut durer des années et du coup ça changerait quoi si ça durait des années? Est-ce que tu penses que tu peux encore tenir ou est-ce que il est plus préférable d'intervenir dès maintenant? Donc pourquoi cette rage parentale? Tout simplement parce que on a des besoins essentiels en tant qu'être humain. C'est des besoins qui sont communs à tous les êtres humains, qui ont été catégorisés. Mais qu'en tant que parents, il y en a bien qui sont très difficiles à combler. Le premier, évidemment, c'est le besoin de sommeil. Les enfants d'aujourd'hui se réveillent peut-être beaucoup. Je ne sais pas si les enfants d'avant se réveillaient autant, mais en tout cas, c'est un petit peu quand même un constat qu'on fait, voilà, dans le milieu de la parentalité et de la périnatalité, que c'est un peu la loterie d'avoir un enfant qui dort ou bien un enfant qui ne dort pas, ou peut-être même un enfant qui se réveille qu'une seule fois par nuit, mais qui nous, en tant que parents, on a un besoin de sommeil qui est précieux et que même juste un réveil, ça cause des dégâts sur notre bien-être. Donc d'avoir conscience que le sommeil est primordial, ça fait quand même partie des 5 besoins vitaux. On ne peut pas se passer de sommeil. Donc c'est non négligeable à combien est important le sommeil. Et donc vous vous doutez bien qu'un parent qui dort très mal, il n'a pas toutes ses compétences disponibles pour ensuite prendre en charge tout ce qui est l'intendance autour de la vie de famille, l'intendance autour des enfants, et ensuite le lien et la connexion avec son enfant. Voilà. C'est quelque chose qui peut être difficile. Quand on est fatigué, parce que ça fait peut-être des mois qu'on dort plus, peut-être qu'aussi il y a un besoin d'ordre dans notre vie et dans notre maison. Matériellement, on a besoin que les choses soient rangées parce que la vision de ce chaos nous épuise encore plus. Donc, un enfant qui n'a pas encore cette perception du rangement, ça va être très difficile pour lui de ranger et d'être tout bien organisé. Et cette désorganisation qui est normale en fait au vu de l'âge de l'enfant des fois va amener en fait cette tension naturelle qu'on va peut-être pas percevoir. On va pas se rendre compte que quand on rentre chez nous et qu'on voit qu'il y a du bazar partout, ça nous met en tension déjà. Et en fait, c'est ça, quand on va s'asseoir avec soi-même, on va aller étudier un petit peu qu'est-ce qui vient nous perturber dès le début en fait de la journée, ou même ça fait plusieurs jours que tout ça s'est accumulé et que du coup, c'est normal en fait à un moment donné d'exploser. On a aussi peut-être un besoin de calme en tant que parent, parce que si on est fatigué, que notre maison on dépense beaucoup d'énergie à essayer de la garder ordonnée, on a aussi besoin à un moment donné de se ressourcer. Ce besoin, il est vital, il est intense, de se ressourcer. Et se ressourcer, la stratégie, des fois, ça va être ce calme. Et avec la vie de famille, des fois, on n'a pas des enfants qui sont calmes. Des fois, on a des enfants qui sont agités, excités, qui vont crier, qui vont vivre, en fait, tout simplement. Mais cette vie-là, cette intensité de vie-là, elle est incompatible avec notre besoin. Et donc là aussi, ça va générer une forme de tension, parce qu'on va se sentir un petit peu peut-être agressé dans nos oreilles, voilà, ou bien dans le toucher, parce que les enfants chahutent autour de nous, qu'on s'est pris un coup, ou voilà, on s'est fait tirer les cheveux, ou ce genre de choses. On jouait simplement, ou ils jouaient autour de nous et ils se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Il y avait pas une intention de faire mal, mais c'est là.
Et ça aussi, ça va amener une tension. Donc vous voyez que la tension, elle s'accumule, elle s'ajoute et elle augmente. Et puis après, peut-être qu'on a aussi un besoin de fluidité. Cette histoire de chaussette qui n'est pas la bonne chaussette parce que on voulait l'autre chaussette Pat' Patrouille et pas celui-là de personnage Pat' Patrouille, parce que l'enfant ne l'aime pas. Ça ne rejoint pas notre besoin de fluidité, de faire les choses avec simplicité aussi. Ça peut être un besoin, la simplicité. Et donc, ça nous impose d'être encore à nouveau disponible pour accueillir les émotions de l'enfant, cette tristesse parce qu'il n'a pas la chaussette qu'il voulait. Et on va aller encore puiser à l'intérieur de nous pour trouver des ressources, pour éviter la crise, essayer de la différer au plus tard possible et partir de la maison à l'heure peut-être parce que c'est une journée d'école. Ça c'est des situations qui arrivent fréquemment. Et donc ce besoin de fluidité, il peut être des fois très intense. Des fois c'est de la co-création, d'arriver à faire les choses ensemble et que ça soit pas toujours directif, mais qu'on n'arrive pas à obtenir la coopération aussi de son enfant. Et des fois, c'est aussi un besoin de soutien. Parce que beaucoup de familles, l'autre parent est un peu démissionnaire. Il n'est pas forcément là. Il s'absente, il prend la fuite quand il y a un conflit. Et son absence fait que il y a des parents, le parent qui reste se sent submergé par devoir être le seul à garder un petit peu le navire à flot. Et ça crée un épuisement et encore une tension supplémentaire. Et pour des fois, un autre besoin aussi, le dernier besoin auquel j'ai pensé, c'est le besoin de lien. D'être en lien avec son enfant, avec sa famille, d'avoir des temps de famille de qualité ou d'avoir un temps de jeu de qualité. Des fois, on se dit, allez, tiens, on va essayer de faire un petit jeu ensemble. L'enfant qui est encore en bas âge, qui a 4 ans, qui intègre un peu les règles de jeu, et puis qui soudainement, parce qu'il est pas content du hasard des cartes ou parce qu'il a perdu la partie, va vivre une émotion extrêmement forte. Et nous, on avait un besoin de lien et de simplicité et de douceur dans ce moment-là et d'amour. Donc on avait mis un peu ce jeu comme une stratégie qui nous permettait de remplir ces besoins qui hurlent à l'intérieur de nous. Et malheureusement, ça n'a pas été le résultat attendu puisque l'enfant a vécu des émotions tellement fortes qui ont mené à une crise et que finalement, ce n'est pas un souvenir agréable. Donc, voyez tous ces besoins-là qui sont importants et qui font que dans un quotidien de parents, quand ces besoins sont pas remplis, ça va commencer à hurler à l'intérieur. À chaque fois, vous avez vu que ça a amené de la tension. Puis il n'y a pas que la tension qui est amenée dans le corps. Il y a des fois un sentiment d'injustice. Pourquoi je peux pas juste faire une partie de cartes avec mon enfant sans que ça finisse au drame? Pourquoi on peut pas aller à l'école et que ça soit simple? Pourquoi le coucher est toujours interminable? C'est normal de se poser des questions et à un moment donné de sentir une forme d'injustice. On peut aussi se sentir dépassé et saturé de ce quotidien avec ces situations qui se répètent. Et puis il y a toujours ce qui est là, c'est nos attentes, notre idéal de comment on voyait les choses et de voir que finalement ça ne se passe pas comme on l'avait espéré. Donc quand on vient de regarder tous ces besoins et tout ce que ça génère dans le corps, moi je vois pas comment on peut faire autrement que de temps en temps, régulièrement en fait, avoir une colère proche de la rage en fait. Je vois pas comment c'est possible autrement. Donc les ressources un petit peu pour que vous repartiez avec quelque chose de qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous pouvez déjà aller écouter le podcast de Ça va maman qui a été mis en place par Laurie Zéphir qui est docteur en psychologie et Jessica Brazo qui est journaliste et qui en parle très bien de tout ça et qui peuvent donner des ressources. Et puis ensuite ça va être de passer à l'action et de s'asseoir avec vous-même et de répondre à ces quelques questions. Moi, c'est un petit peu cette idée du journaling. Vous prenez un carnet et puis chaque situation où vous avez littéralement pété un câble, vous commencez par simplement petit 1 écrire les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis identifier que ça a commencé par le déclencheur, le bouchon de stylo qui était perdu.
Et puis après, vous allez voir qu'en nommant les faits, en fait, il y avait 1 heure avant, il y a aussi eu ça pendant le petit déjeuner. Puis il y a eu la veille aussi, le coucher. Puis il y a eu encore avant. Puis petit à petit, vous allez vous rendre compte que finalement, ça fait depuis bien longtemps que ça dure et que cet état de tension, il est présent bien avant le bouchon de stylo perdu ou la chaussette pas de patrouille qui n'est pas le bon pas de patrouille. Ensuite, vous allez voir, justement, voilà, le petit 2, c'est noter l'état émotionnel dans lequel vous étiez. Est-ce que vous ressentiez de la colère? Est-ce que c'était de la profonde tristesse? Est-ce qu'il y a eu de la tension? Est-ce que c'est de l'injustice? Voilà, qu'est-ce que vous ressentez? Quel sentiment vous auriez envie de mettre à côté de ce fait-là? Et puis le petit 3, c'est à quoi vous aspiriez en fait à ce moment-là. C'était quoi votre besoin premier? C'était la fluidité. J'avais envie qu'on aille à l'école et de simplicité. Voilà, de façon calme aussi, et puis où ça roule. Ou alors je voulais jouer aux cartes et je voulais passer un temps d'amour, et puis ça ne s'est pas fait. Et puis en connectant à ce besoin-là, vous allez voir que finalement, vous pouvez peut-être en prendre soin autrement qu'en impliquant votre enfant. Et vous posez la question: à quand remonte le dernier moment où j'ai pris soin de moi et où je n'ai existé que par moi-même et pas à travers mon enfant? Et finalement, est-ce qu'il serait pas l'heure et le moment de vous offrir un temps de tête à tête avec vous-même, d'aller marcher dans la forêt, dans la nature, d'aller faire un moment de shopping si c'est le shopping, ou d'aller boire un café avec une copine avec qui vous aimez bien discuter, ou de faire un puzzle entre amis, voilà, d'un temps vraiment où il n'y a pas forcément les enfants autour de vous et la priorité cette fois-ci c'est vous. Et enfin, c'est d'aller voir peut-être si aller discuter avec un psychologue ne serait pas la bonne approche. Je vous rappelle qu'avec le service Mon Psy, vous avez 12 séances qui sont prises en charge. Ça serait dommage de passer à côté de ça et de continuer à essayer de tenir jusqu'à ce que ça craque et que ça lâche dans cette rage parentale qui s'est installée. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut s'en sortir en fait. Oui, c'est possible de s'asseoir avec soi-même et puis finalement de trouver des bonnes idées et d'avancer en fait vers quelque chose qui correspond davantage à l'idée que vous vous faisiez de votre rôle parental, une idée plus harmonieuse, sereine et disponible finalement pour vos enfants, mais surtout disponible pour vous-même et à l'écoute de vous-même. Voilà, donc vous retrouverez cette émission sur le podcast Radio Grand Lac, sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et c'était Parents Autrement avec Pauline. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez vraiment pas à prendre soin de vous, ça ne vous fera que du bien. Radio Grand Lac, on adore.